Lors de la fête d'anniversaire de mes parents, j'ai été placé dans le garage. Ma mère a dit, c'est juste pour la famille élargie. J'ai regardé autour de moi, tout le monde avait une place, même mon cousin qui leur avait volé de l'argent. Alors j'ai pris mon cadeau, je me suis retourné et j'ai dit, élargissez ceci. Mon père a couru après moi devant tout le monde. Merci d'être avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée où que vous soyez. J'aimerais beaucoup que vous partagiez dans les commentaires la ville ou le pays d'où vous regardez, et l'heure qu'il est chez vous. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le moteur ronronnait, mais j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Mes mains étaient serrées sur le volant, les jointures blanches, tremblant si fort que je pensais perdre le contrôle. J'avais l'impression qu'on m'écrasait la poitrine, l'air était épais, chargé d'une odeur de vieille huilée, était-ce de la honte? C'est arrivé ce soir, à leur fête, le 35e anniversaire de mariage de mes parents, et je suis juste parti, après ce que ma mère a dit, après l'endroit où ils m'ont mis. 32 ans, et il a fallu qu'on me place dans le garage pour enfin comprendre. Toutes ces années à essayer, à donner, à vouloir juste être vu, tout cela a mené à une chaise pliante à côté de la tondeuse à gazon. En grandissant, notre maison a toujours ressemblé à une scène où Emma était la star et moi le machiniste, peut-être, celui qui, dans l'ombre, s'assurait que tout se déroule bien. Emma, de 4 ans ma cadette, était soleil et paillettes, charmante, naturellement populaire, tout ce que nos parents semblaient valoriser. Moi, j'étais plutôt nuage et pluie fine. Ils adoraient ses réussites, grandes ou petites. Mes réalisations étaient accueillies par un hochement de tête, peut-être, ou une comparaison rapide avec quelque chose qu'Emma avait fait mieux. Oh, Michael a eu un A en calcul. C'est bien. Le rôle principal d'Emma dans la pièce de théâtre de l'école était tout simplement magique, n'est-ce pas? Ma mère avait un soupir particulier, une expiration lente qui exprimait une profonde déception sans un seul mot. Il était souvent dirigé vers moi. Le geste caractéristique de mon père était une tape condescendante sur l'épaule, une façon non verbale de dire « bon, passe à autre chose ». J'avais besoin de leur approbation comme d'une bouée de sauvetage. Je pensais que si j'étais juste assez bon, assez calme, assez serviable, assez facile à vivre, ils finiraient par me voir. Je suis devenu le pacificateur désigné lorsqu'Emma et ma mère se disputaient. C'est moi qui intervenais, qui arrangeais les choses, qui absorbait l'attention. « Michael, tu es plus âgé, disait-il d'une voix lasse, tu devrais être plus raisonnable et ne pas contrarier ta mère sœur. » J'ai donc appris à anticiper, à éviter les conflits, à prendre la responsabilité de maintenir la paix, même lorsque le conflit n'était pas le mien. Comme pour la voiture. J'avais 17 ans, j'avais enfin ma propre Camaro délabrée pour laquelle j'avais économisé. Emma, 15 ans, l'a prise en douce et l'a enroulée autour d'un lampadaire à quelques pâtés de maison. Elle était terrifiée, en larmes. Mes parents étaient furieux. À cause de la voiture. Avant même qu'ils ne puissent demander quoi que ce soit, j'ai pris les devants, j'ai dit que j'avais perdu le contrôle, que j'avais fait une embardée. Cela m'a coûté toutes les économies de mon job d'été, et même plus, pour la réparer, en travaillant des heures supplémentaires au restaurant. Je me souviens d'avoir essuyé la graisse de mes mains tard un soir, courbaturé, en pensant, ils apprécieront ça. C'est un sacrifice. C'est la famille. Mes parents ont juste secoué la tête. Vraiment irresponsable, Michael. On attendait mieux de toi. Emma a à peine dit merci. Le silence était plus lourd que la dette. Plus tard, quand j'avais la vingtaine, je commençais tout juste à construire ma carrière. Papa a perdu son emploi de façon inattendue. Il risquait la saisie. J'ai vidé mes économies, j'ai reporté mes propres projets et je les ai aidés avec les paiements hypothécaires pendant près d'1 an, jusqu'à ce que papa trouve autre chose. C'était dur, vraiment dur pour moi, à manger des nouilles instantanées et à travailler les week-ends. Lorsque la crise est passée, ma mère a dit « Nous te remercions de ton aide, Michael. C'était gentil de ta part. Gentil de ma part. Pas essentiel. Pas vital. Juste gentil. Comme apporter un gratin. » L'année dernière, ils avaient besoin de 15 000 $ pour des réparations importantes à la maison, un toit qui fuyait, des problèmes de structure. Ils m'ont appelé en premier. Pas Emma, qui se débrouillait très bien financièrement à ce moment-là. Moi. Michael, on ne sait pas ce qu'on va faire, a soupiré ma mère au téléphone, ce sont familiers me nouant les tripes. J'ai à peine hésité. J'avais économisé cet argent pour la compte d'un petit appartement.
Ce rêve a été mis en attente. J'ai transféré l'argent, regardant le chiffre à l'écran diminuer, pensant aux heures supplémentaires, à la budgétisation minutieuse, et ressentant un vide familier. Ils n'ont pas été expansifs, juste « Oh, c'est bien, Michael. Le toit en a vraiment besoin. On te remboursera dès qu'on pourra. » Tous ces exemples se confondaient, toute une vie à être le pourvoyeur fiable, le soutien silencieux, l'éponge émotionnelle, celui qui était toujours présent mais qui restait en retrait. J'étais le chêne solide de leur jardin, qu'on tenait pour acquis, tandis qu'Emma était la rose éclatante et vibrante que tout le monde admirait. Alors, lorsque l'invitation à leur fête d'anniversaire de mariage est arrivée, une carte formelle, presque impersonnelle, qui ressemblait plus à un ordre de comparution qu'à une invitation chaleureuse, mon premier instinct a été l'épuisement. Une fête somptueuse qu'ils pouvaient à peine se permettre, la maison, avec mon aide. Cela ressemblait à un autre exemple de leur priorité donnée à l'apparence plutôt qu'à la réalité, ou peut-être s'attendait-il à ce que je comble à nouveau la différence, d'une manière ou d'une autre. Je gardais mes distances avec leurs demandes constantes ces derniers temps, me construisant une vie plus tranquille. Mais quand même, lorsque la date limite de RSVP approchait, les vieux schémas sont revenus. Peut-être, juste peut-être, cet événement serait différent. Peut-être, entouré d'amis et de famille, ressentirait-il une once de gratitude sincère, ou du moins reconnaîtrait-il mon existence au-delà de mon utilité. J'ai répondu oui. J'ai même aidé à trouver un excellent traiteur grâce à un contact dans mon entreprise, je leur ai obtenu un bon prix. Juste une autre chose que j'ai faite discrètement pour aider. Je ne m'attendais pas à être assis à la table d'honneur, ni à quoi que ce soit d'extravagant. Juste une place à l'intérieur. Une place à table. Pour me sentir comme un membre de la famille. La soirée était chaude et humide, le genre de nuit collante du sud où l'air est lourd du parfum du jasmin et des possibilités. Arriver à la maison de mes parents, transformée pour l'occasion, était surréaliste. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les vieux chênes que j'avais l'habitude d'escalader. La pelouse était manucurée, le porche drapé d'un élégant tissu blanc. De la musique douce s'échappait des fenêtres ouvertes. Des voituriers, que je savais qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, dirigeaient les voitures dans l'allée. Cela avait l'air parfait. Une célébration parfaite digne du Sud. À l'intérieur, la maison bourdonnait. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années, des amis de mes parents, des cousins éloignés, des voisins. Ma mère était radieuse dans une robe bleue, mon père rayonnait à ses côtés, jouant les autres charmants. Emma, bien sûr, circulait sans effort, magnifique, riant, attirant la foule. J'ai senti un serrement familier dans ma poitrine, le trac habituel. Souris, Michael, sois agréable, ne fais pas de vagues. J'ai présenté mes félicitations, je leur ai offert le cadeau que j'avais soigneusement choisi, une carte vintage encadrée de leur ville natale, qu'ils avaient toujours dit vouloir trouver. Ma mère l'a prise avec un sourire poli, la remettant presque immédiatement à un serveur. Oh, c'est charmant, Michael. Merci d'être venu. Mon père m'a donné une tape condescendante sur l'épaule. Comme toujours. Bon, respire, baisse tes attentes, trouve juste ta place. J'ai regardé autour de moi dans la pièce principale. Les tables étaient joliment dressées, avec du linge de maison impeccable, de la porcelaine et des centres de table floraux. Des marque-places indiquaient chaque siège. Je n'ai pas vu mon nom à la table d'honneur, évidemment, ni à aucune des tables à proximité, où étaient assis la famille proche et les amis importants. J'ai parcouru la pièce en scrutant les cartes, ma tante et mon oncle, les amis d'Emma, même Monsieur Henderson, du bout de la rue, qui venait d'emménager l'année dernière. Toujours pas de Michael. Un nœud d'angoisse a commencé à se former dans mon estomac. J'ai vu ma mère parler au traiteur, celui que j'avais recommandé, qui leur avait fait un prix. Je me suis approché, essayant de garder une voix légère. Maman, je n'arrive pas à trouver ma place. Elle s'est retournée, une lueur d'impatience dans les yeux avant de la masquer. Oh, Michael, oui. Ta place est là-bas. Elle a fait un geste vague vers l'arrière de la maison, vers la porte latérale qui menait au garage. Confusion, puis incrédulité. Là-bas? Dans le garage? Elle a poussé ce soupir, ce son familier et décourageant. Oui, c'est juste pour la famille élargie. Son ton impliquait que c'était un arrangement qui allait de soi, peut-être un peu regrettable, mais tout à fait nécessaire. J'étais abasourdi. Famille élargie? J'ai de nouveau regardé autour de moi dans la pièce principale.
Mon cousin Marc était assis à une table de choix près du mur du fond, riant bruyamment. Marc, celui qui avait volé les clubs de golf de papa et les bijoux de maman il y a 5 ans, qui leur avait à peine parlé depuis, jusqu'à ce que, soudainement, il soit de retour dans le giron, charmant son chemin à travers tout. Et il était à l'intérieur, à une table. J'ai scruté les visages. Des gens que je connaissais, qui étaient pratiquement des étrangers pour mes parents, étaient assis à de vraies tables dans la pièce principale. Et moi, leur fils, celui qui avait aidé à sauver leur maison, j'étais relégué au garage. Le garage. J'ai marché vers la porte latérale, le bourdonnement poli de la fête s'estompant derrière moi, remplacé par le bruit sourd de mon propre cœur. En poussant la porte, je suis entré sur le sol en béton. Ça sentait l'essence, les vieux pneus et la poussière. Des lumières fluorescentes projetaient une lueur froide et crue. Une seule longue table pliante se trouvait au centre, recouverte d'une nappe en plastique. Des chaises pliantes étaient disposées autour. Ce n'était pas un espace supplémentaire joliment aménagé. C'était le garage. Il y avait déjà quelques personnes assises, ma grand-tante Carole, qui était charmante mais qui n'avait pas quitté sa maison depuis des années et connaissait à peine quelqu'un, le neveu maladroit de Monsieur Henderson, qui apparemment aidait au stationnement et, oui, il y avait le cousin Marc, penché en arrière sur sa chaise, consultant son téléphone, l'air complètement ennuyé, mais sans aucun doute à l'intérieur de l'orbite de la maison par rapport à cette zone d'exil. Je suis resté là un moment, l'absurdité de la situation m'envahissant, rapidement suivie d'une vague d'humiliation brûlante. La musique, les rires, le tintement des verres à l'intérieur semblait une moquerie délibérée. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur, c'était une déclaration claire et indéniable de mon rang. En dessous de l'homme qui les avait volés. Parmi des gens qui étaient à peine liés ou qui ne correspondaient clairement pas à l'intérieur. J'étais moins important, moins précieux, moins de la famille qu'un voleur et des étrangers. J'ai eu un serrement à la poitrine, pas comme du fil barbelé cette fois, mais comme un bloc de béton qui s'installait lourdement sur mes poumons. Ma vision s'est légèrement brouillée sur les bords. C'était ça. L'aboutissement. Des années à être ignoré, à voir mes contributions minimisées, à être blâmé pour des choses que je n'avais pas faites, à être constamment comparé à Emma et jugé inférieur. Tout cela a mené à cette chaise pliante à côté de la tondeuse à gazon, à la fête du 35e anniversaire de mariage de mes parents. Mon point le plus bas. Et à ce moment-là, quelque chose a basculé. L'ancien désir d'approbation, le désir d'être vu, ne s'est pas simplement estompé, il s'est brisé comme une brindille sèche sous les pieds. Il a été remplacé par une froide et dure lucidité, et une vague de colère légitime et flamboyante. Je n'avais pas ma place ici, pas seulement dans ce garage, mais dans cette dynamique toxique, dans cette représentation d'une famille qui ne me voyait pas vraiment. J'ai baissé les yeux sur le cadeau que je tenais encore dans ma main, la carte encadrée, symbole de leur histoire, de leur fondation. J'avais contribué à empêcher ces fondations de s'effondrer, non seulement avec de l'argent, mais avec des années d'énergie émotionnelle. Et c'est ainsi qu'ils m'ont honoré, en me mettant dans le garage. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais de fureur contenue. Je n'ai pas posé le cadeau. Je me suis retourné. La nappe en plastique bon marché et les chaises pliantes, un contraste saisissant avec la scène qui se déroulait à l'intérieur. Je suis retourné par la porte latérale dans la salle de fête principale. La musique a semblé faiblir légèrement, les conversations se sont éteintes, les têtes se sont tournées. J'avais l'impression de monter sur cette scène sur laquelle j'avais toujours travaillé dans les coulisses, mais cette fois, je ne plaçais pas d'accessoires. J'étais le spectacle. Mon père m'a vu le premier. Son sourire s'est effacé. « Michael, où vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était forte, portée par le silence soudain. Il s'est dirigé vers moi, un air d'inquiétude mêlé de contrariété. La contrariété que sa fête parfaite soit interrompue. Je me suis arrêté près du centre de la pièce, non loin de l'endroit où ma mère se tenait, les yeux grands ouverts. J'ai levé la carte encadrée, non pas pour qu'il la prenne, mais pour que tout le monde la voie. Ma voix était calme mais claire, amplifiée par le silence. « Vous m'avez placé dans le garage ?» ai-je dit en regardant directement ma mère. « Vous avez dit que c'était pour la famille élargie. » Mon regard a balayé la pièce, croisant celui de personnes qui n'étaient pas de la famille élargie, des gens qui connaissaient à peine mes parents, assis à table. J'ai regardé Marc, toujours visible de là où je me tenais. Même Marc a une place à l'intérieur, ai-je ajouté, l'absurdité de la situation me frappant à nouveau. Puis j'ai regardé mes parents,
la belle et coûteuse façade qu'ils avaient créée. J'ai levé la carte, non pas en la jetant, non pas en la claquant, mais simplement en la tenant, une représentation tangible de leur histoire, de leur maison, de tout ce que j'avais aidé à préserver. Alors, ai-je dit d'une voix ferme et froide, élargissez ceci. Et j'ai posé la carte encadrée avec soin sur une table d'appoint vide, je me suis retourné et je suis sorti de la fête, de la maison, de la vie dans laquelle j'essayais de m'intégrer depuis 32 ans. Mon père m'a appelé, plus fort cette fois. Michael, reviens ici. Mais je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière, j'ai continué à marcher à travers les guirlandes lumineuses, passé les voituriers confus, et je suis monté dans ma voiture. Le trajet du retour a été un flou d'émotions contradictoires, la colère, chaude et vive, en conflit avec une profonde et douloureuse tristesse. De la honte, oui, mais elle a rapidement été éclipsée par un étrange et exaltant sentiment de liberté. Je l'avais fait. J'avais enfin refusé publiquement de jouer le rôle qui m'était assigné. Le silence dans ma voiture était assourdissant après le bruit de la fête, mais c'était mon silence. Le contrôle semblait étrange et exaltant. Les SMS ont commencé avant même que je sois à mi-chemin. D'abord de ma mère, Michael, c'était quoi ça? Comment as-tu pu? Tu as tout gâché. Suivi rapidement par mon père, ta mère est bouleversée. Reviens et excuse-toi immédiatement. Puis Emma, sérieusement, Michael, faire une scène à leur anniversaire? Grandis un peu. Les singes volants n'étaient pas loin derrière. Appels et SMS de tante, donc les mêmes de certains amis de mes parents, tous avec le même thème, comment oses-tu? Tu les as blessés. Tu dois réparer ça. Ils déployaient la tactique habituelle, faire de moi le méchant, me faire croire que ma réaction tout à fait justifiée était le problème, et non leurs actions. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce soir-là, je suis arrivé sur le parking de mon petit appartement, la solitude tranquille contrastant fortement avec le chaos performatif auquel je venais d'échapper. Mes mains tremblaient encore en ouvrant la porte. L'appartement ressemblait à un sanctuaire. Il était à moi. Personne ne pouvait me mettre au garage ici. Le lendemain matin, la vague d'émotions brutes s'est apaisée, laissant place à une froide et dure résolution. Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce n'était pas juste une question de chaise, c'était toute une vie de négligence émotionnelle et d'exploitation financière déguisée en obligation familiale. J'avais besoin d'aide pour gérer cela. Je n'étais pas équipé pour gérer seul leur manipulation. J'ai appelé mon amie Sarah. Sarah était la sœur que je n'avais jamais eue, intelligente, directe et farouchement loyale. Je lui ai raconté toute l'histoire, l'humiliation, la colère, les années qui y ont mené. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle n'a pas hésité. Michael, c'est absolument inadmissible. Tu as bien fait de partir. Plus que bien fait. Tu t'es défendu après des décennies. Tu dois te protéger maintenant, légalement. Ce schéma, c'est de l'abus financier, combiné à des déchets émotionnels. Mon cousin est avocat spécialisé dans le droit de la famille, brillant dans les situations délicates comme celle-ci. Je vais te mettre en contact. Contacter l'avocat, Monsieur Davis, était intimidant, comme si je reconnaissais que la rupture était permanente et sérieuse. Mais Monsieur Davis était calme et professionnel. Il a écouté l'histoire, les contributions financières, les promesses vagues sur l'héritage, l'incident de la fête et les réactions immédiates. Bien que la disposition des sièges ne soit pas illégale, Michael, a-t-il expliqué, le schéma de contributions financières importantes non reconnues, notamment liées à des choses comme les paiements hypothécaires et les réparations domiciliaires, combinés à des problèmes potentiels concernant l'héritage ou des accords passés, nous donne des motifs pour demander des éclaircissements et éventuellement récupérer une partie de votre investissement, ou du moins protéger vos intérêts futurs. Leurs réactions et leurs tentatives de vous diffamer doivent également être traitées. Nous avons besoin de preuves. Rassemblez tout, relevés bancaires, courriels, SMS, lettres, tout ce qui concerne l'argent échangé, les promesses faites ou la façon dont ils vous ont traité. Les semaines suivantes ont été une douloureuse plongée dans le passé. J'ai parcouru de vieux dossiers, des relevés bancaires, des années de courriels et de SMS. Chaque document, chaque message était une petite coupure de papier qui rouvrait de vieilles blessures. Trouver les virements bancaires pour l'hypothèque, pour les 15 000 $ de réparation, voir les confirmations désinvoltes de mes parents, tout cela ne faisait que confirmer le déséquilibre. J'étais leur filet de sécurité, leur banque, leur punching ball émotionnel, mais jamais vraiment leur fils de la même manière qu'Emma était leur fille.
La campagne de diffamation de mes parents et d'Emma battait son plein. J'ai reçu des courriels laconiques de parents éloignés disant des choses comme « ta mère est hors d'elle ». Les familles pardonnent, Michael. La fierté est une chose terrible. J'ai vu des publications Facebook passives-agressives de ma mère sur la douleur de l'ingratitude et des enfants qui oublient d'où ils viennent. Emma a publié des photos de la fête, taguant ostensiblement tout le monde sauf moi, légendant un album, ma belle famille qui me soutient. J'avais l'impression qu'ils essayaient de réécrire l'histoire et de manipuler non seulement moi, mais tout le réseau familial. Leur masque social était fermement en place pour le public, me dépeignant comme le méchant qui les avait abandonnés. Au cours de ce douloureux processus de collecte de preuves, en parcourant les débris numériques, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. La tromperie financière. Une chaîne de courriels entre ma mère et Emma de l'année dernière, datée de quelques semaines seulement après que j'ai envoyé les 15 000 $ pour les réparations de la maison. Ils discutaient du fait qu'Emma avait besoin d'une somme d'argent importante rapidement pour une opportunité d'investissement. Ma mère a écrit « Ne t'inquiète pas, l'argent de Michael est arrivé. On utilisera ça pour toi. On pourra toujours faire réparer le toit plus tard, ce n'est pas si grave, ça fuit juste quand il pleut fort. » Un autre courriel confirmait qu'une partie de l'argent avait servi à un somptueux voyage d'anniversaire qu'ils avaient fait plus tôt cette année, qu'ils avaient présenté comme un cadeau surprise d'un ami. Ce n'était pas seulement une acceptation passive de mon argent, c'était un détournement actif et calculé de fonds que j'avais donné dans un but précis et nécessaire, vers l'entreprise d'Emma et leur propre luxe. M'avaient menti en face et avaient utilisé mon sacrifice à leur profit et à celui de ma sœur, tout en me laissant croire que c'était pour la maison. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de la manipulation financière planifiée. Lire ces courriels a été comme un coup physique. Cela confirmait la nature froide et transactionnelle de leur relation avec moi. Ce n'est pas juste une question de fait, me suis-je murmuré, les courriels se brouillant à travers des larmes de pure rage. C'est tout. Des années de manipulation résumées dans cet échange. Armé de ces preuves accablantes, relevés bancaires, courriels, SMS, M. Davis était confiant. Nous avons décidé de demander une médiation formelle, une réunion structurée avec un tiers neutre pour présenter notre cas. Il était temps d'arrêter de réagir et de commencer à agir stratégiquement, en utilisant la vérité et les preuves. La réunion était prévue dans une salle de conférence étouffante du centre-ville. Mes parents sont arrivés avec Emma, leurs expressions un mélange d'apitoiement sur eux-mêmes indignés et de colère à peine dissimulée. Leur avocat avait l'air ennuyé. Monsieur Davis et moi étions assis de l'autre côté de la table. J'étais terrifié, mon cœur battait la chamade, mais en dessous, il y avait un noyau d'acier forgé dans le garage. Monsieur Davis a commencé par exposer le schéma de ma relation avec eux, mes contributions, puis, calmement, il a présenté les preuves documentées des virements financiers. Mes parents se sont agités, mal à l'aise. Leur avocat s'est légèrement redressé. Puis sont venus les courriels. Alors que Monsieur Davis lisait des extraits, les passages sur l'utilisation de l'argent de Michael pour Emma et le voyage au lieu des réparations, le visage de ma mère est devenu pâle, puis cramoisi. Mon père a commencé à interrompre, fulminant, c'est sorti de son contexte. Des mensonges. Mais Monsieur Davis l'a interrompu, d'une voix calme mais ferme, brandissant les impressions. Ce sont des communications directes, Monsieur Smith. Vos mots. Emma est restée figée, son charme habituel remplacé par un air de pure panique. Leur masque se fissurait, s'effritait sous le poids d'une vérité indéniable. Le témoin inattendu. La porte de la salle de conférence s'est ouverte doucement. Monsieur Davis avait mentionné qu'il avait invité quelqu'un qui pourrait offrir une perspective unique, mais je ne savais pas qui. Debout là, l'air légèrement mal à l'aise mais résolu, se tenait le cousin Marc, celui qui les avait volés. Celui qui était assis avec moi dans le garage. Il n'a pas volé la vedette, il n'a pas fait de scène. Il a simplement dit, d'une voix un peu rauque, en regardant mes parents, « Écoutez, je sais que j'ai merdé à l'époque. J'ai payé ma dette. Mais mettre Michael dans le garage après tout ce qu'il a fait. Même moi, j'ai eu une vraie place à l'intérieur. Je l'ai vu, et j'ai entendu une partie de ce qui a été dit ce soir-là. Plus tard, la façon dont vous avez parlé de lui. » Il a secoué la tête lentement. Ce n'est pas juste. Il mérite mieux. Sa simple et inattendue validation, venant de la personne qu'ils avaient ironiquement placée au-dessus de moi à la fête, était plus puissante que n'importe quel argument que les avocats pourraient avancer. Il ne s'agissait pas de position juridique, il s'agissait de clarté morale de la part d'un observateur objectif,
quoique imparfaits, qui avaient été témoins directs de leur hypocrisie. L'air dans la pièce s'est épaissi d'accusations tacites. Mes parents et Emma ont semblé se rétrécir, leur façade soigneusement construite s'effondrant complètement sous le témoignage honnête et inattendu de marquer la pile de preuves. La médiation s'est terminée par un accord tendu et mal à l'aise. Pas de grande réconciliation, pas d'excuses larmoyantes. Ce n'était pas la réalité de cette famille. Légalement, compte tenu des preuves, mes parents ont accepté de renoncer formellement à toute réclamation sur l'argent que j'avais contribué, le reconnaissant comme un prêt remboursé, pour protéger mes intérêts futurs. Ils ont également convenu, par l'intermédiaire de leur avocat, de cesser toute communication diffamatoire. Il n'y a pas eu de grosse récupération financière pour moi. L'argent avait disparu, dépensé. Mais les documents juridiques signifiaient qu'ils ne pourraient plus recourir au même stratagème concernant les biens futurs ou l'héritage sans une trace claire de leurs actions passées. Il s'agissait moins d'argent que de validation. Il s'agissait de faire reconnaître officiellement la vérité. Les frais d'avocat étaient importants, une conséquence réaliste, mais qui valait la tranquillité d'esprit et le bouclier juridique qu'ils offraient. Les retombées sociales ont été immédiates et généralisées. La famille était divisée. Certains croyaient l'histoire de mes parents sur le fils ingrat, d'autres, ayant entendu parler des preuves ou de l'apparition inattendue de Marc, m'ont contacté discrètement pour m'offrir leur soutien et partager leurs propres observations sur la dynamique familiale au fil des ans. Nous nous sommes toujours posé des questions, a avoué une tante éloignée au téléphone. Des amis se sont rassemblés autour de moi, solidifiant la famille que j'avais choisie. Ils n'étaient pas choqués, ils avaient vu les schémas de l'extérieur pendant des années. La relation avec mes parents et Emma est devenue un vaste espace vide, un contact formel limité par des SMS occasionnels sur la logistique, dépourvu de toute chaleur ou de véritable connexion. L'unité familiale de façade s'est fracturée publiquement. Il n'y avait plus d'attente de leur part et plus de désir de la mienne. Le silence là où se trouvait une famille était parfois douloureux, mais il était aussi paisible. Il était à moi. Les mois qui ont suivi n'ont pas été une explosion soudaine de bonheur, mais un lent et régulier processus de guérison. C'était comme se remettre d'une intervention chirurgicale majeure, douloureux, nécessitant une attention particulière, mais menant finalement à la santé. J'ai commencé une thérapie, traitant des années passées à essayer de gagner l'amour, à me sentir insuffisant. J'ai appris à reconnaître les schémas de manipulation pour qu'ils ne puissent plus m'affecter de la même manière. J'ai appris que fixer des limites n'était pas méchant ou égoïste, c'était un acte d'auto-préservation, un acte d'amour-propre. J'avais l'impression de sortir enfin de l'ombre dans laquelle j'avais vécu toute ma vie et d'apprendre ce que c'était que la lumière du soleil. Je me suis concentré sur la construction de la famille que j'avais choisie, des dîners avec Sarah et son partenaire, qui célébraient mes succès sans les comparer et offraient du réconfort sans jugement, des liens plus profonds avec les quelques parents qui avaient manifesté une véritable inquiétude, en investissant du temps et de l'énergie dans des relations basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et une attention sincère. C'était comme planter un nouveau jardin, où chaque plante était choisie avec intention et nourrie d'une véritable chaleur. J'ai encore des moments de tristesse en voyant d'autres familles qui semblent proches sans effort, ou lorsqu'un vieux souvenir refait surface. La cicatrice est là, mais elle ne me définit plus. J'ai appris que la vraie famille n'est pas seulement une question de sang, elle se construit sur le respect, la confiance et le fait d'être présents les uns pour les autres de manière significative, et pas seulement pour le spectacle ou pour un gain financier. C'est normal de pleurer la famille que l'on aurait aimé avoir tout en construisant simultanément la famille que l'on mérite. Le courage qu'il m'a fallu pour me lever et dire « élargissez ceci » n'était pas seulement pour ce moment à la fête. C'était le courage de faire face à une vérité douloureuse sur les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. C'était le courage de choisir mon propre bien-être et le respect de moi-même plutôt qu'un statu quo toxique. En repensant à cela, assis dans le calme de mon propre salon maintenant, avec pour seul bruit le léger ronronnement de mon réfrigérateur et le bruit lointain de la ville, et non les rires forcés d'une fête ou le silence plein de colère d'une confrontation, je me suis rendu compte qu'être assis dans ce garage n'était pas la fin. C'était le commencement. Le moment où les murs fragiles de l'illusion se sont effondrés, me forçant à sortir et à trouver mon propre chemin. C'était douloureux, c'était public, mais c'était le catalyseur qui m'a mené à une vie qui est enfin vraiment la mienne. Peut-être que vous aussi, vous êtes passé par là, vous vous êtes senti invisible dans votre propre famille, vous avez eu l'impression que votre valeur était conditionnelle. Fixer des limites avec sa famille est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais parfois, c'est le seul moyen de se trouver enfin soi-même. Quel a été votre moment ?